Alexandre Skirati, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs? Alors, je me présente, je m'appelle Alexandre Skirati, j'ai 35 ans. Je suis très heureux et très honoré d'être invité ici à la Société de Géographie, étant moi-même géographe. Donc, j'ai fait un parcours universitaire à l'université de Cergy-Pontoise et j'ai fait un master de géographie des transports en lien avec Paris-Sorbonne et l'université de Cergy-Pontoise. Donc, dans ma carrière professionnelle, je me suis intéressé beaucoup à la thématique des mobilités, notamment des mobilités urbaines. J'ai eu l'occasion de travailler en collectivité territoriale pour le développement de plans de transport urbain, notamment de développement de la question des mobilités douces. À un moment donné, il y a une quinzaine d'années où cette question commençait à être très émergente dans les collectivités, donc je me suis intéressé d'abord à la marche à pied et un petit peu au vélo. Et un autre de mes domaines de compétences et d'intérêt, c'est l'alimentation. Donc je me suis formé aussi sur la question alimentaire, et voilà, j'ai monté pas mal de projets en lien avec ça, et à travers le livre que j'ai écrit, Prendre la route, je me suis réintéressé à cette question du vélo par sa dimension du voyage. Je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était relativement peu exploré dans le milieu universitaire, tant au niveau des sciences géographiques que de l'histoire, que de la sociologie. Il y a quelques chercheurs qui travaillent assez ponctuellement sur ce sujet, et donc je me suis dit moi-même en tant que cycliste que cette histoire méritait d'être racontée. Voilà, il y a 200 ans d'histoire du vélo que je retrace dans l'ouvrage que j'ai écrit à travers le prisme du voyage. Et toute cette histoire-là, voilà, elle raconte l'histoire du 19e siècle, l'histoire du 20e siècle. Je pense qu'elle est assez intéressante pour analyser un petit peu les tendances contemporaines et ce retour en grâce du vélo depuis une vingtaine d'années. Donc voilà. En tout cas, cette histoire me paraissait digne d'être racontée, et c'est ce que Alors j'ai justement, réalisé. vous présentez comme géographe. Dans votre dernier ouvrage, Prendre la route, il y a quand même une grosse partie d'histoire, puisque vous venez de le dire, hein, une histoire de bicentenaire du vélo. Alors justement, quand est-ce que ça apparaît le vélocipède? On n'appelle pas ça encore, je crois, un vélo. Et où ça apparaît et qui l'utilise dans les premiers temps? Alors, dans les premiers temps, le vélocipède apparaît en 1817. Donc, ça sort de l'esprit d'un inventeur qui est un baron issu de l'aristocratie du Grand-Duché de Bade en Allemagne, qui s'appelle le baron Drais von Sauerbrunn. Et il invente une machine à courir, ce qu'il appelle, qui ressemble à une espèce de trottinette aujourd'hui, qui n'a pas de pédale. Et voilà, c'est une invention. En tout cas, il tâtonne un petit peu, il travaille un peu sur la question des mobilités. Il a essayé d'inventer quelque chose qui pourrait ressembler à un cheval, en tout cas qui pourrait améliorer la vitesse des gens qui souhaitent se déplacer ou qui souhaitent se promener par exemple. Il fait plusieurs essais, il commence par faire des véhicules à 4 roues, il se rend compte que c'est un petit peu lourd, c'est difficile à déplacer, des véhicules à propulsion musculaire, et ensuite il a cette idée-là, un petit peu folle et assez contre-intuitive au début, de faire un véhicule à 2 roues, 2 roues sur lesquelles on peut avancer en équilibre. Donc là on est à Mannheim en 1817, il va venir tester un petit peu son invention. Il fait des promenades de 10-15 km, il se rend compte que ça va plus vite qu'en marchant et que même en courant. Les gens sont un petit peu surpris voilà, de voir ce baron de Race dans la campagne se promener avec son objet. Il dépose un brevet et il lance son entreprise à Paris, donc l'année suivante, en 1818. Et il fait voilà, plein d'essais, plein de démonstrations de cette machine. Elle est rapidement adoptée par la bourgeoisie et l'aristocratie à ce moment-là. Mais on se rend compte que voilà, dans les usages, finalement, ça sert pas à grand-chose, ça améliore la vitesse, mais ça ne permet pas non plus d'aller tellement plus vite que le cheval ou tellement plus vite que la marche. On rappelle que la draisienne, du coup, n'a pas de pédale. Et finalement, ça tombe en désuétude très rapidement, autour des années 1820. Les gens se débarrassent un petit peu de leur draisienne, et ça devient, dans son acception moderne, un jouet pour enfants. Voilà, il n'y a plus que les enfants finalement qui utilisent ces draisiennes-là pour leur apprendre à marcher et voilà, pour jouer un petit peu. Donc là, il y a une période de 50 ans qu'il se passe entre 1820 et le retour, on va dire, de la deuxième version du vélocipède, c'est l'invention de la pédale. Donc on est au milieu des années 1860, toujours à Paris, et on a un ferronnier qui s'appelle Pierre Michaud, qui a l'idée de mettre 2 pédales en une draisienne qui est sortie d'un garage comme ça, ou d'un vieux grenier que quelqu'un lui a ramené pour qu'on puisse venir faire la réparer. Donc il a l'idée avec son fils de mettre 2 pédales, et il se rend compte que en mettant 2 pédales sur la roue avant, on peut partir en équilibre, et du coup on peut atteindre des vitesses de 15-20 km/h beaucoup plus facilement. Et là, ce vélocipède, du coup, il peut trouver déjà une première utilité qui est pour venir se promener un petit peu de manière assez efficace.
et il est adopté, pareil, par une partie de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui va au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, qui viennent juste d'être aménagés pour venir voilà, faire des tours de vélocipède et faire des acrobaties en tout genre. Alors justement, ce qui est très intéressant, et vous consacrez beaucoup de passages sur cette première adoption du vélocipède par la bourgeoisie, mais quand est-ce que le vélocipède cesse d'être uniquement réservé à la bourgeoisie pour se diffuser à d'autres classes sociales? Alors, avant ça, je pense qu'il faudrait regarder la question des usages. Au début, on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est-à-dire que ça sert un petit peu à amuser la galerie. Voilà, il y a le neveu de Napoléon III qui s'amuse à faire des courses à vélo, voilà, qui s'amuse à jouer un petit peu avec ses amis comme ça. Et donc, il y a trois usages finalement qui émergent assez rapidement. Le premier usage, c'est un usage plutôt de promenade et de voyage. Voilà, moi qui l'usage en tout cas qui m'intéresse particulièrement et que j'ai investigué pour faire cette histoire du voyage à vélo. Et on a voilà, des premiers voyageurs qui se disent, bon bah écoutez, on a un objet comme ça, qui est un cheval de bois finalement, mais qui peut être indépendant des relais de poste et indépendant de toute cette logistique compliquée qu'on peut avoir quand on voyage à cheval. C'est un objet qui permet d'aller là où le train ne peut pas aller, parce que le train existe déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le train arrive avant la bicyclette et avant du coup cette deuxième version du vélocipède. Donc c'est pas un objet en tout cas qui peut, enfin qui a une utilité pour se déplacer loin. Voilà, parce qu'il est tout de suite en concurrence avec le train et en concurrence avec le cheval. Donc voilà, il développe d'autres usages et notamment cet usage du voyage. Le deuxième usage qui est développé, c'est l'usage sportif. Voilà. Ça, ce sont des usages qui se développent vraiment au tournant des années 1870. Donc, le voyage, le sport, donc le sport de compétition. La première course cycliste que je raconte dans le livre, elle est entre Paris et Rouen en 1869, voilà, sur 120 km. Une première course de longue distance. Et le troisième usage, qui se spécialisera un petit peu plus tard, autour des années 1880-1890, c'est l'usage du vélocipède, et donc de la bicyclette, comme on l'appellera, comme moyen de transport, comme moyen de locomotion du quotidien. Donc, au début, dans les années 1860 jusqu'à la guerre de 70, les vélocipèdes sont produits dans des ateliers artisanaux. Voilà. Donc, ils sont produits à peu près une dizaine par jour, donc dans le plus grand atelier qui s'appelle la Compagnie Générale de Vélocipèdes, donc qui est fondée par Pierre Michaud et par les deux voyageurs Aimé et René Olivier, qui réalisent le premier voyage en 1865. Donc ils sont réalisés en toute petite série. C'est presque des prototypes finalement qui sont mis en place, presque faits sur mesure par rapport aux demandes particulières des clients. Et donc on est vraiment sur un produit de niche et sur un produit qui coûte assez cher. Les deux facteurs qui vont permettre au vélocipède de se démocratiser, c'est le temps et l'argent. L'argent, en peu près autour des années 1890, le vélocipède va commencer à être produit en série dans des usines. C'est-à-dire qu'on passe de production d'une dizaine par jour à une production de plusieurs milliers par jour dans les usines. Et donc cette production en série, elle va rendre le véhicule, le vélocipède, beaucoup plus accessible qu'il n'était avant. Les gens souhaitent aussi acheter ce vélocipède parce qu'on peut se déplacer avec. Et donc ça devient un moyen de transport en ville très concurrentiel avec le tramway par exemple, ou avec la marche à pied. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Dans plusieurs revues que je cite dans le livre notamment, on a des comparatifs de ce que ça peut coûter l'achat d'une bicyclette par rapport à des tickets de tramway. Et on se rend compte qu'en 3 ans, finalement, on amortit l'achat de la bicyclette, entretien compris. Donc ça intéresse beaucoup les ouvriers qui se déplacent en ville. Les usines commencent à pousser un petit peu partout en banlieue parisienne. Et donc là, on a un usage qui commence à être populaire, qui va continuer à se populariser jusque dans les années 40. Voilà. La Seconde Guerre mondiale et l'arrivée massive de l'automobile après va faire en sorte que voilà, la bicyclette comme moyen de transport va commencer à décroître. Le deuxième facteur important sur la partie des loisirs, c'est le temps disponible. Forcément, les ouvriers, ils ont que le dimanche, et encore, voilà, parfois le dimanche, ils doivent travailler, pas forcément à l'usine, mais faire des travaux plutôt d'ordre ménager. Et c'est avec l'arrivée du vraiment dimanche chômé, du samedi, et puis des premiers congés payés dans les années 30, que là, l'usage de loisirs va pouvoir se développer, et là, du coup, on a vraiment cet âge d'or de la bicyclette quand les classes plus populaires peuvent l'utiliser pour faire autre chose que pour aller travailler. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ces classes populaires, elles achètent un vélo pour se déplacer au quotidien, et du coup, elles l'utilisent aussi pendant le week-end et aussi pendant les vacances.
elles ont ce véhicule à disposition, donc ils en profitent pour aller faire des promenades à la campagne, pour aller voyager, pour aller faire du cyclo-camping. Voilà. Donc les années 30, vraiment, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge d'or de la bicyclette populaire. Et alors depuis, allez, si on va plus avant dans le temps et qu'on va plus sur la période vraiment contemporaine, on assiste depuis, allez, peut-être que ma chronologie est fausse, mais une vingtaine d'années, on va dire, vraiment à un boom un nouveau boom, si je vous suis, de la pratique du vélo, notamment dans les grandes villes. Alors justement, comment vous, en tant que chercheur, géographe, mais aussi cycliste, vous expliquez justement cet engouement pour le vélo, enfin cet engouement moderne et contemporain pour le vélo? Alors, en termes de calendrier, c'est intéressant. Effectivement, on fait naître ce que des chercheurs comme Frédéric Errand, par exemple, qui est un économiste des transports spécialistes de la bicyclette, appellent le retour en grâce du vélo. Effectivement, ce retour en grâce, on voit dans les enquêtes de transport, qui naît à partir du début des années 2000. Donc, exactement une vingtaine d'années de dynamique où le vélo progresse. Je pense qu'il faut quand même regarder cette dynamique avec intérêt, la pondérer et regarder les disparités territoriales aussi qu'il y a dans cette pratique, dans ce retour, dans ce boom du vélo contemporain. Pour parler des disparités territoriales, on se rend compte, même dans les dernières enquêtes de transport, et ça c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut voir dans les villes, ou en tout cas en centre-ville, que la pratique du vélo en termes de part modale est encore en train de diminuer. Elle n'est pas en croissance. Elle est en croissance de manière très importante dans les centres denses. En revanche, en périphérie, la pratique du vélo et la part modale du vélo continue encore de s'effondrer. Et du coup, l'un dans l'autre, on a des parts modales qui n'évoluent relativement peu ou qui évoluent à la baisse. Voilà. Donc, ces disparités, elles sont vraiment très très grandes. On a un retour du vélo en centre-ville avec notamment tous les aménagements, toutes les politiques cyclables qui ont été mises en place. Voilà, beaucoup de déplacements en plus. Il y a tous les vélos en libre-service, notamment le Vélib à Paris, qui a contribué à ce retour du vélo en force. Mais en périphérie, c'est des choses qui chutent. Je pense que c'est intéressant d'analyser ça en tant que géographe parce que c'est aussi une spécificité française. On se rend compte que dans les pays voisins, ces disparités territoriales, elles sont beaucoup moins importantes. On regarde en Allemagne, par exemple, la progression du vélo, elle est la même en centre-ville que dans les périphéries. Voilà. Parce que les villes sont aménagées de manière différente, parce qu'on a des politiques infrastructurelles qui sont aussi différentes, parce que les structures urbaines et les réseaux urbains sont organisés de manière différente, et aussi en Allemagne, le lieu de travail est beaucoup plus proche du lieu de vie. Voilà, ce qui fait que les distances à parcourir à vélo sont beaucoup plus pertinentes, et donc il y a un recours à la voiture qui est moins important. Voilà, donc, alors, vous parliez aussi des pratiques quand vous faisiez l'histoire de la diffusion et du succès du vélo. Vous différenciez le vélo comme moyen de locomotion, le vélo comme pratique sportive, le vélo aussi, on va en parler après, parce que je sais que c'est une grosse partie de votre ouvrage, le cyclotourisme, donc le tourisme à vélo. Moi j'ai une question, est-ce que ces différentes pratiques, elles se superposent chez les gens ? Je vais le dire de manière un peu caricaturale, est-ce qu'un amateur du Tour de France va utiliser le vélo est-ce qu'un urbain va être un amateur du Tour de France par exemple ? Alors pas du tout. Quand on regarde de près les profils sociologiques ou même quand on fait des enquêtes sur la pratique du vélo, on se rend compte que ces pratiques cyclistes-là, elles sont très scindées. On pourrait même dire qu'il y a des oppositions d'ordre philosophique entre le cyclisme sportif de compétition et le cyclotourisme. Entre des valeurs, par exemple, de vitesse, des valeurs de compétition qui vont être plutôt défendues par le cyclisme sportif, et des valeurs, au contraire, de lenteur, de découverte de la nature qui vont être défendues par le cyclotourisme. On se rend compte qu'aujourd'hui, le cyclisme sportif, le cyclisme de compétition, il est assez populaire dans des milieux plutôt ouvriers, dans des milieux plutôt ruraux, qui ne pratiquent pas au quotidien la bicyclette pour plein de raisons, notamment pour l'éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail. On se rend compte au contraire que le voyage à vélo est plutôt réalisé par des catégories socioprofessionnelles élevées qui habitent dans les centres-villes, qui ont des travaux plutôt tertiaires, en tout cas qui ne nécessitent pas d'efforts physiques particuliers, et qui ont en tout cas cette envie de quitter la ville et de redécouvrir la nature. Donc voilà. Alors justement, vous montrez aussi dans votre ouvrage que, indépendamment de cette dimension
fonctionnelle, se déplacer, sportive, courir en compétition ou alors essayer de se challenger soi-même. Il y a aussi, la pratique du vélo est aussi une redéfinition, ou en tout cas un rapport au monde particulier. Et vous parlez, il y a beaucoup de passages justement sur l'expérience du vélo, notamment dans le cyclotourisme, et sur la manière dont le vélo permet d'avoir une expérience de l'espace, une expérience du monde différente. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, parce que je sais que là en plus vous avez une double casquette, celle de géographe, donc de chercheur, et celle aussi de cycliste. Tout à fait. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'au début de l'histoire du cyclotourisme, les voyageurs vont pédaler, ils racontent un petit peu leur récit, mais ils ne se posent pas vraiment la question de pourquoi ils font ça. Il faut attendre le tournant des années 1900 et l'émergence d'une école qu'on appelle l'école stéphanoise, dirigée par une figure assez importante du cyclotourisme qui s'appelle Vélocio, qui est le pseudonyme, alors ils ont tous un peu des pseudonymes à cette époque-là, qui est le pseudonyme de Paul de Vivy, qui est un entrepreneur situé dans la ville de Saint-Étienne. Donc, ils vont se poser la question et ils vont réussir à nommer leur pratique. Donc déjà, ils inventent le terme cyclotourisme, qui n'existait pas avant, et ils vont se poser la question, en fait, de pourquoi on fait ça, pourquoi on voyage à vélo, pourquoi on s'échappe, on fait 100 km dans la montagne, et ils vont développer toute une philosophie autour de ça. Moi, j'étais extrêmement surpris pendant ces recherches de voir, de lire des textes qui ont été écrits il y a plus d'un siècle, il y a 120 ans, et qui pourraient paraître comme des textes contemporains, notamment dans cette question du rapport à la nature, du retour aux éléments naturels, donc la montagne, la rivière, la forêt. Une dimension très romantique. Une dimension tout à fait romantique et une dimension écologiste aussi. Dans ces discours-là de l'école stéphanoise, on voit que beaucoup d'auteurs parlent de la ville nauséabonde, voilà, de la ville polluée, de la fumée des usines, et la bicyclette leur permet de s'échapper de ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on assiste aussi à la naissance finalement de vraies classes urbaines tertiaires qui n'existaient pas ou qui existaient relativement peu avant. Et ce sont des gens qui tout de suite se posent la question du sens en fait. Quel sens à leur travail, quel sens à leur vie? Et faire de la bicyclette leur permet de retrouver ce sens-là, leur permet de retrouver le sens de l'effort finalement, qui est quelque chose que leurs parents ou leurs grands-parents dans les champs ou dans les usines enduraient un petit peu au quotidien, leur permet de retrouver le rapport aux éléments, le rapport à la météo, le rapport à la côte, le rapport au paysage, finalement ce que l'humanité a vécu pendant toute son histoire. Ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle qu'on peut faire avec la dynamique aujourd'hui, avec cette question du sens finalement, qui est quelque chose qui nous occupe, en tout cas qui occupe beaucoup de gens de toute génération aujourd'hui, de retrouver du sens dans son travail, de retrouver voilà, du sens dans notre rapport au monde. Et je pense que ce retour de la bicyclette aujourd'hui, il permet en tout cas d'assouvir ce besoin de sens contemporain quand on va se promener voilà, dans une forêt à vélo ou au bord d'une rivière. On peut voilà, observer le paysage, en tout cas développer une acuité dans la vue, une compréhension et retrouver un positionnement dans le monde. Et en tout cas, c'est intéressant d'analyser ça en tant que géographe. Parce que finalement, c'est un peu la même chose, la géographie. C'est aussi développer une acuité, une compréhension du monde, et du coup, trouver un sens à tout ça. Et la pratique du vélo, est-ce qu'elle est vraiment différente de celle de la randonnée, par exemple? Alors, c'est deux pratiques qu'on pourrait rapprocher. La différence, moi, que je fais, c'est sur le côté itinérant. C'est vrai que à vélo, on peut être plus facilement itinérant qu'en randonnée. En tout cas, on peut parcourir des distances qui sont plus importantes et ça a plus tendance à se faire. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que la pratique de la randonnée, quand on regarde un petit peu les études, ou en tout cas de près comment se fait cette pratique-là, c'est une pratique qui est assez fongible avec la pratique automobile. C'est-à-dire que on va se rendre en voiture à un point de départ, on va faire une boucle de randonnée et on va repartir en voiture. Il y a des randonnées itinérantes bien sûr, mais elles sont vraiment extrêmement minoritaires. Alors que dans le vélo, on se rend compte que la pratique itinérante du vélo, avec plusieurs nuits sur place, enfin, pendant le voyage, est beaucoup plus importante que dans la pratique de la randonnée. La deuxième question, c'est évidemment la question de la vitesse. À vélo, voilà, on a une vitesse qui oscille entre 10 et 30 km/h globalement pour une pratique amateur, et qui est une vitesse assez pertinente, moi je trouve, pour observer le monde, c'est-à-dire que on peut observer des paysages qui changent, ce qu'on a beaucoup plus de mal à voir à pied, sauf si on est en montagne évidemment, parce que les paysages changent assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, en vélo, on peut s'élever assez rapidement, on peut passer d'un bassin versant à l'autre, on peut voilà, traverser des forêts, des zones géologiques particulières, on peut traverser des villes,
En tout cas, cette vitesse-là du vélo, moi, elle me semble assez pertinente voilà, pour sentir en tout cas le monde, sentir le paysage, sentir les changements, les variations, les nuances. Et ça me semble particulièrement intéressant, en tout cas, dans cette volonté de se rapprocher du monde et de la nature au sens large. Et étonnamment, les géographes qui pourtant travaillent beaucoup sur les méthodologies de terrain, etc., moi, à ma connaissance, n'ont pas vraiment investi le vélo. On a peut-être l'avion pour prendre de la hauteur, on a la marche pour justement appréhender l'espace alentour. Le vélo me semble être un petit peu une sorte de parent pauvre de la méthodologie géographique. Tout à fait, c'est vrai qu'on se rend, il y a assez peu, en tout cas, il doit y avoir des méthodologies, mais moi je ne connais pas, en tout cas elles sont sûrement assez minoritaires sur cette pratique du vélo. Euh, ce qui me semble intéressant sur le vélo, c'est qu'on peut avoir une échelle un petit peu intermédiaire entre l'infiniment grand qu'on peut regarder d'avion et puis l'infiniment petit qu'on peut observer en marchant. Donc cette échelle intermédiaire-là me semble assez pertinente. Après, il y a beaucoup de géographes qui ont aussi écrit sur le vélo, mais pas forcément dans la discipline géographique. Par exemple, Sylvain Tesson a écrit son premier livre sur son tour du monde à vélo au début des années 1990. On a aussi Emmanuel Ruben, voilà, qui est un grand voyageur à vélo et géographe de surcroît, qui a écrit sur les rives du Danube assez récemment, et qui raconte son voyage en Europe naturel, culturel. Donc on a quand même des géographes qui pratiquent un petit peu le voyage à vélo, mais plutôt dans les loisirs que vraiment dans un exercice de géographie scientifique et méthodologique. Alexandre Schirati, merci beaucoup. Merci.